Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'organisation produit. Maintenant qu'on a un peu beaucoup parlé de théorie, pourquoi on le faisait et comment on allait aligner la stratégie avec la partie exécution, il n'y a plus qu'à, et bon là on va rentrer dans comment on fait. Et donc là je me présente, Samuel, Technical Operation Manager chez Pixis. Donc nous on a une approche en 5 étapes. On va d'abord découvrir le panorama de départ, on va parler de la cartographie 3D, on va comprendre où ça frotte. En fonction de la stratégie, on va définir des options, on va appliquer le modèle et on va gérer les endroits où ça rentre pas, parce qu'on ne veut pas finir avec une équipe qui va s'appeler transverse, qui regroupera tout ce qu'on n'a pas su mettre. On aurait pu l'appeler l'équipe voiture-balai. Ça, c'est une approche dont on ne veut absolument pas. Alors, première étape, la cartographie 3D. Vu qu'on parle d'organisation produit, mais nous, on parle aussi d'organisation socio-technique, on va vouloir savoir de quoi on parle. Et donc là, souvent, on a une approche en 3 couches. On a l'approche avec les domaines métiers, et ça, c'est la zone, enfin, c'est la couche la plus stable dans une organisation, parce que si je suis sur un site e-commerce, je vais peut-être rajouter 2-3 trucs, mais globalement, je vais retrouver les mêmes domaines métiers. J'ai peut-être changé d'organisation humaine, j'ai peut-être changé d'organisation technique, mais globalement, le métier, il va rester. Donc ça, c'est la couche de stabilité de l'organisation. Première étape, domaine métier. Donc là, on fait ça avec du DDD, donc du Domain Driven Design. On va identifier nos domaines. Sur ça, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mapper les équipes, et après, on va mapper les assets techniques. Okay. Par rapport à ça, où sont mes assets techniques, où sont mes équipes, où sont mes domaines métiers. Et donc là, on arrive à une vision en 3 couches qui va nous donner les zones de frottement. Donc ça, c'est un exemple qui vient de la logistique de chez nous. Alors, c'est un exemple qui date un peu pour info. Donc vous voyez sur la partie gauche, les grands carrés, ce sont des domaines métiers. Les post-it orange, c'est les événements métiers au sein de chaque domaine métier. C'est ça qui nous avait permis de faire émerger les domaines métiers. Et après, les post-it noirs, ça correspond aux assets techniques. Et après, on peut mapper en plus dessus la partie équipe. Mais en tout cas, sur cette représentation, on va voir les 3. Et qu'est-ce qui est sur la partie en haut à droite? C'est qu'est-ce qu'on considère par rapport à la stratégie comme des domaines différenciants et ceux qu'on considère comme plus génériques. Un peu de détail. Ça, c'est un domaine. Et je vois à l'intérieur de ce domaine des événements métiers. Donc là, on va dire en gros, je vais commencer une vague de préparation, je vais choisir l'entrepôt de départ, tous ces trucs-là. Tout ce qui est orange, ce sont des événements métiers. Et tous les événements métiers qui sont sur le bord, c'est ceux qui discutent avec les autres domaines métiers. En noir, je vais retrouver mon asset technique. Et en jaune, et c'est ça qui m'a aidé à regrouper mes post-it orange au sein d'un même domaine, je vais retrouver mon vocabulaire. Et donc mon vocabulaire, c'est qu'ici, on parle d'une date de promesse, d'un ordre de préparation, d'un niveau de service. C'est le grand vocabulaire à l'intérieur de ce domaine. Et là, je sais que date de promesse, ça a un seul sens à cet endroit-là. Donc ça, c'est la notion de domaine fonctionnel ou domaine métier. Après, Canva de description, c'est on prend chaque domaine et on zoome un peu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Okay, à quoi sert ton domaine? Bon, il s'appelle commande de vente et il fait blablabla. Blablabla. Voilà comment on l'appelle et voilà comment il répond. Après, on a besoin de comprendre les frontières. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a la belle map, on regarde à quel endroit ça frotte. Donc côté face, une équipe égale un domaine égale un asset technique. Ok, ça c'est ce qu'on voudrait, mais c'est l'utopie. C'est chez moi, une équipe égale plusieurs domaines égale plusieurs assets techniques. Donc là, je gère tout. Bon, je gère mes imperfections, je gère mes doublons. Donc ça, après, toute décision a en son temps été prise de manière logique. On essaie de comprendre comment on en est arrivé là. Il est surtout important de comprendre si la logique d'hier est encore la logique d'aujourd'hui. Parce qu'on peut se dire, ok, c'est bizarre d'avoir fait ça. Je le ferai pas autrement. Et si on comprend pourquoi ils l'ont fait, des fois on se dit, ouais, bon, en même temps, ils ont raison, on n'a pas trop le choix. Donc c'est ça qu'il faut essayer de regarder, et c'est ça aussi qu'il faut essayer des fois d'éviter. L'enfer des communs, avoir trop de trucs qui appartiennent à tout le monde, par exemple le framework maison, ça c'est les trucs qu'il faut éviter. Ou aussi les trucs, je vais mettre ça chez moi, ça sera plus simple ou pas. Donc ça c'est par exemple pour faire un sujet, j'ai développé des trucs chez moi qui ne devraient pas être chez moi. Donc en tout cas, ce qu'on va vouloir faire, c'est ok, aujourd'hui, où est-ce que ça frotte? Une fois qu'on sait ça, on a globalement la vision de départ. Après, ce qu'on va vouloir voir, c'est quelle est la vision, vers où on va, et quelle est la stratégie. C'est là où on va regarder est-ce qu'on est en train de faire un gros pari, est-ce qu'on est en train de rajouter des nouvelles chaînes de valeur, ou est-ce qu'on est en train de faire des variations. Dans les gros paris, on pourrait aussi retrouver sur la partie plus B2B2C, ouvrir un nouveau client, ce qui est quand même souvent un gros sujet. Donc quand on fait, par exemple, je l'ai pris le B2B2C, mais je l'ai aussi un peu en B2B, si on ouvre un nouveau gros sujet, là, des fois, c'est ouvrir un nouveau client et ça peut tirer plein de trucs. Et c'est important de savoir, voilà, si on est en train de faire un nouveau client avec plein de trucs, ou c'est juste une nouvelle chaîne de valeur mais avec des clients existants, ou si de toute façon notre panel de clients il est bien et on rajoute des variations au fur et à mesure. Ce qui est intéressant en fait, c'est de se dire, alors j'ai parlé de B2B, B2B2C, ce qui compte surtout, si vous êtes en B2B et vous avez 1000 clients, si j'en rajoute 1001, ça va pas changer la face du monde.
Par contre, des fois, il y a des activités B2B où il y a une dizaine de clients. Et là, rajouter un nouveau client, c'est un impact en général assez fort. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est important, intéressant de savoir tout ça. Et c'est là, après, où on peut arriver sur un truc dont j'ai un peu parlé quand j'ai parlé de Team Topo, mais là, je vais le faire de manière plus fine. Je peux avoir des équipes par chaîne de valeur. Chaîne de valeur, en gros, c'est une vision très centrée sur la partie utilisateur. Donc, l'équipe, elle est en charge d'un service client. Donc, en gros, c'est moi, je veux faire un achat sur un site, et ben, l'équipe, elle va s'occuper de tout, de A à Z. Donc, ça, c'est vraiment une vision centrée utilisateur. Donc, je veux réserver une chambre. Donc, cas d'usage, création de nouvelles chaînes de valeur. C'est intéressant de se mettre comme ça, parce qu'on n'a pas découpé en sous-domaines et que vraiment l'équipe fait tout de A à Z. Après, je vais passer directement à droite. Un domaine métier appartient à une seule équipe. C'est là les exemples, c'est le domaine paiement, offre. Si je reviens par exemple à réserver ma chambre, je pourrais avoir une équipe qui s'occupe du référentiel de chambre, une équipe qui s'occupe du paiement, tous ces trucs-là. Ça, c'est une organisation par expertise. Et c'est intéressant quand vous rajoutez beaucoup de variations quand vous faites ça. Mais par contre, vous voyez que chacune des équipes a qu'une partie de la chaîne. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est de savoir le nombre de chaînes de valeur que vous avez. Des fois, parce que vous avez 72 chaînes de valeur qui passent tous par le paiement, vous voulez avoir une organisation par domaine métier. Et impact. Je suis par exemple en B2B, j'ai déjà 10 clients, ou 5, allez, j'en ai que 5. Je vais en rajouter un 6e, c'est un gros impact. Et je vais en rajouter un 6, un 7, un 8. Et je ne veux pas que les promesses faites par l'un aient un impact sur celle de l'autre. Parce que ce qui se passe des fois, c'est qu'à cause du client 6, client 7 il est en retard et client 8 il est en retard parce que vous êtes sur une approche par domaine métier. Si vous avez une approche par impact, en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une équipe qui va s'occuper du client Toto, une du client Tata, une du client Titi. Et si client Toto il est en retard, il n'y aura pas de problème pour client Titi et client Tata. Donc à faire ça, vous sanctuarisez un peu. Vous pouvez aussi faire ça sur les gros paris, mais globalement, ça marche bien pour info si votre système d'information n'est pas trop gros, parce qu'en termes de charge cognitive, ça peut être quand même un peu compliqué, mais c'est une des options possibles. Tout ça, à chaque fois, avantage, inconvénient, il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a que des organisations le plus adaptées possible à la stratégie. Règle des bases, les évolutions produits, métiers ou techniques doivent être le plus possible mono-équipe. Donc si vous voulez avancer vite, délivrer bien votre stratégie, et ben, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait le moins de couplage possible, de dépendance possible entre équipes, voire je pourrais parler de systèmes sociotechniques. Et donc en gros, ce qu'on va regarder, c'est le nombre d'équipes qui sont impactées par chaque évolution. Dans les vidéos sur l'approche produit, moi j'avais parlé d'un objet qui s'appelle le thème ou l'ambition. Donc sur chaque ambition, on va regarder le nombre d'équipes qui sont impactées. Et vous savez que plus ce chiffre il est fort, plus vous allez être lent. Donc globalement, ce qu'il faut essayer de faire si vous voulez délivrer vite votre stratégie, c'est avoir le moins de dépendance possible entre équipes. Vous voulez bien gérer de la cohérence technique, mais vous ne voulez pas gérer de l'organisation day-to-day, d'avoir un besoin de coordination très fort. Après, on applique. Donc là, c'est pareil, c'est un exemple. Là, on voit que c'est en jaune. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une répartition par domaine métier des équipes. Et c'est en jaune, c'était pas en orange, donc c'est pas un complicated system. Et là, je vois les assets techniques qui sont gérés. Donc ça, c'est une façon de dire, OK, on veut appliquer un modèle par domaine métier. Et c'est là où, après, on va gérer les exceptions. Là, je me retrouve à avoir picking et stock qui sont sur un logiciel. Et donc, c'est des compétences spécifiques. Je ne sais pas les mettre ailleurs. Et en plus, si je reviens en arrière, vous voyez qu'il y avait un couplage technique qui était matérialisé sur le lien entre stock et picking. Pourquoi il y a ce couplage technique? Parce que c'est le même asset technique et qu'en plus, c'est un logiciel qui est géré ailleurs. Là, je n'ai pas le choix. Je vais devoir isoler, sortir une équipe de type complicated subsystem. Ça m'embête un peu parce qu'elle est en exception au domaine global, enfin à l'organisation globale, à l'axe de découpage que je voulais avoir. Mais de manière pragmatique, c'est ça qui va me faire avancer le plus vite possible. Donc là, voilà, c'est le type de décision qu'on prend parce qu'on se rend compte que le modèle ne marche pas et que si je fais ça, je vais avoir trop de dépendance entre équipes. Donc une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai défini l'organisation cible qui doit diminuer les dépendances entre les équipes et être capable de délivrer le plus facilement possible la partie stratégie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, le truc dont je n'ai pas parlé, c'est qu'en général, on met un mois à peu près à faire ça. Alors, on passe pas tout notre temps à faire ça. Hein. C'est le temps de faire les ateliers, il faut souvent un mois. Et à force plus on le fait, plus on le fait vite. Mais c'est pas la fin. Pourquoi? Parce que globalement, l'organisation, c'est la meilleure organisation par rapport aux informations qu'on savait. C'est la meilleure organisation par rapport à aujourd'hui. Mais il faudra le changer plus tard. Et surtout, on a fait une organisation sur le papier.
j'ai fait une belle organisation PowerPoint où j'ai fait le malin en mettant des Stream Align Team et des Complexity System Team, bah, il reste à le mettre en place dans la vraie vie. Donc dans la vraie vie, changement partagé à moitié accepté. Tout ça, on le fait en groupe pour que les gens participent à la définition de l'organisation et qu'ils comprennent bien quels étaient les leviers, le rationnel et pourquoi on a fait ça. Bon, on est bien d'accord qu'on ne prend pas tout le monde, mais on essaie de prendre quand même une bonne partie des gens. Et ils comprennent les contraintes, ils comprennent quelle est la stratégie. Et en général, finalement, ça se fait un peu naturellement. Les options, elles sont souvent assez claires. Et après, la vie est un éternel recommencement. C'est ce que je commençais à dire. OK, on a fait tout ça. C'est la bonne organisation par rapport à aujourd'hui. Dès que la stratégie va changer, bah, ce ne sera plus la bonne organisation. Et c'est à peu près normal, on va dire, de faire ces changements-là régulièrement, parce que sinon, vous avez une autre solution, c'est vous figez tout et vous bougez tous les 5 ans. Tous les 5 ans, vous faites un gros Big Bang. Et c'est beaucoup plus compliqué de changer les habitudes, de changer l'organisation, plutôt que de se dire, dès que je sens un changement important, structurel de la stratégie, bah, je m'adapte. Et comme ça fait que des petites adaptations. Et je ne suis pas en train de péter tout le temps. Donc là, voilà, c'était un exemple pour montrer comment on peut partir d'une stratégie et voir quelle est la meilleure organisation socio-technique, parce qu'on a regardé, vous avez vu, hein, aussi la partie couplage technique, parce que j'ai repéré que j'avais un logiciel qui était à 2 endroits, et en fait, si on ne regarde pas sous le capot, on ne se rend pas compte qu'on a ce couplage technique. Et donc là, j'ai défini l'organisation qui me paraît la plus adaptée par rapport à la stratégie. Après, on peut faire d'autres choix, mais ce qui est intéressant, c'est de dire, bah, normalement, on devrait aller vers là. Et après, on peut expliquer pour des raisons politiques ou whatever, qu'on décide de faire autrement. Mais en tout cas, ça nous a aidé à avoir le meilleur rationnel et ça nous a aidé à prendre des meilleures décisions. Et c'est tout sur la partie organisation produit. Merci.